Soyez les bienvenus sur cette prof, votre émission qui vous aide en quelques mots à comprendre et apprendre autrement. Aujourd'hui, nous accordons une attention toute particulière à des erreurs commises dans la langue parlée ou écrite. On appelle ces différentes erreurs le barbarisme. Barbarisme, qu'est-ce que c'est? C'est une erreur de langage qui consiste à confondre le sens des mots ou à employer des mots forgés ou déformés. Bien, quels sont ces mots? Alors, nous allons nous arrêter sur des mots que nous voyons sur des panneaux publicitaires. Exemple, on entend manicure. Alors, manicure, ça ne s'écrit pas manicure, on dit plutôt manucure. Alors, souvent, on a l'habitude de remplacer le i par le u. Or, c'est une erreur. Pourquoi? Parce que manucure vient du mot manus, qui veut dire main, et cura, qui veut dire soigner. C'est pourquoi manucure, c'est faire de la manicure, c'est faire des soins de ses mains. Et qui parle de manucure, parle également de pédicure, que l'on voit parfois bien écrit sur les artères de Libreville ou ailleurs. Alors, on ne dira pas pédicure, on dira plutôt pédicure. Pourquoi pédi? Parce que pédi veut dire pied et cura veut dire soigner. Donc, celui qui fait de la pédicure, c'est celui qui prend soin de ses pieds. Je suis devant un dilemme. Dilemme, on termine par le ne. Or, on termine par le me. On dira plutôt un dilemme. Une autre expression qui fait couler beaucoup de salive est l'expression l'eau bouillie ou bien l'eau bouille. On entend parfois comment l'eau bouille, mais on ne dira pas ainsi, on dira plutôt l'eau bout à partir de 100 degrés. Alors, beaucoup en nous écrivant ont posé la question sur l'existence de certains mots que nous employons parfois à la télé ou parfois que nous avons vu à écrire et nous souhaitons dans cette émission visiter quelques mots. Alors, motivationnel. Alors, motivationnel, c'est un mot qui n'existe pas. On dit plutôt motivant pour parler de l'adjectif. Mais souvent, à force de construire des adjectifs, on se lance dans des constructions, des créations de mots. On a également révélationnel. Révélationnel, c'est un mot qui n'existe pas. On dit plutôt révélateur pour désigner ce qui a la vertu de révéler. Mais compassionnel, est-ce que compassionnel existe? Oui, ce mot existe vraiment, mais on emploie plutôt, ou je dirais qu'on emploie souvent compatissant pour parler d'une personne qui est touchée par le mal de l'autre. Les enseignants ou les fonctionnaires grèvent. On ne dira pas les fonctionnaires grèvent. On dit plutôt les fonctionnaires font grève ou se mettent en grève. Tout simplement pour dire que le verbe gréver n'existe pas. Pourquoi? Parce que c'est un mot que le dictionnaire n'a pas encore admis avec l'emploi que l'on en fait aujourd'hui. Parce que la grève, c'est la cessation collective et concertée du travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles. Un autre verbe parmi lesquels, le verbe siester. Alors, siester, c'est un verbe qui n'est pas encore entré dans le dictionnaire, mais que l'on emploie toujours. On dit plutôt faire la sieste, c'est-à-dire le petit repos que l'on fait après le repas de midi. Tous ces mots que nous venons d'évoquer sont ce qu'on appelle des néologismes, c'est-à-dire des mots créés par une personne, des mots qui n'existent pas dans le dictionnaire français. Alors, avant de nous lancer dans la création de nouveaux mots, ne trouvez-vous pas utile qu'il est mieux de maîtriser ce qui existe déjà? Alors, sans plus attendre, jouons avec notre partenaire Voltaire, du projet Voltaire, qui nous propose des mots qui existent déjà. Ils ont attendu patiemment que la réunion se termine. Dans cette phrase, où est la faute? Ils ont attendu patiemment que la réunion se termine. Vérifions. Patiemment.
Alors, doit-on écrire avec A ou avec E? Pour savoir si vous devez écrire A, 2M, ENT ou E, 2M, ENT, il suffit de reprendre l'adjectif d'origine. Ici, notre adjectif d'origine est patient, qui s'écrit avec ENT. C'est pourquoi l'adjectif est terminé par ENT, donne l'adverbe E2M, ENT en patiemment. Ils ont attendu patiemment que la réunion se termine est la phrase correcte. Loin de nous aider, elles n'ont cessé de nous mettre les bâtons dans les roues. Loin de nous aider, elles n'ont cessé de nous mettre les bâtons dans les roues. Où est la faute? Ici, bravo, il n'y a pas de faute. Pourquoi? Parce que le participe passé cessé est bien accordé, c'est-à-dire il est resté invariable, il ne s'est pas accordé avec elle comme on s'attendait. Quand il est conjugué avec l'auxiliaire avoir, le participe passé ne s'accorde jamais avec le sujet, mais plutôt avec le complément d'objet direct s'il est placé avant le verbe. La plupart des Français partent en vacances au soleil. La plupart des Français partent en vacances au soleil. Dans la phrase, y a-t-il une faute? Vérifions. Très bien, il n'y a pas de faute. Alors, la plupart est ou la plupart sont? Alors, l'accord du verbe se fait toujours en genre et en nombre avec le complément de la plupart. La plupart des oiseaux volent. Si la plupart est employé seul, sans complément, le verbe dont il est sujet se met au pluriel. Malheureusement, la plupart étaient absents. Précisons ici que, évidemment, quand le complément de la plupart est au singulier, le verbe se met au singulier. La plupart du temps, se passe à lire. Pour vous approprier cette application, il vous suffit de la télécharger sur vos supports divers, alors iPad, iPhone et Android. Postez des suggestions et retrouvez nos émissions en continu sur notre adresse Facebook canal 7-7prof. Pour terminer, les bons profs se proposent de nous parler de la trigonométrie. Alors, bonne poursuite des programmes sur la chaîne panafricaine qui nous permet d'apprendre autrement. Canal 7. Alors, les choses essentielles à connaître et à se souvenir concernant la trigonométrie. Trigonométrie, trigono, triangle et métron, mesure. Donc on est en train de faire des mesures dans le triangle. Alors la trigonométrie est souvent peu appréciée des élèves, à tort, car c'est une partie des mathématiques et de la géométrie qui est très intéressante. Elle permet de faire le lien entre des longueurs, des distances et des angles. En degrés notamment. Alors, la trigonométrie, pour faire pratiquer la trigonométrie, il faut se souvenir du cosinus, du sinus et de la tangente d'un angle aigu. La trigonométrie se passe toujours dans un triangle rectangle. Pas de triangle rectangle, pas de trigonométrie. Il nous faut un triangle rectangle. Dans un triangle rectangle, on a toujours l'hypoténuse. Là, on n'a pas le choix. L'hypoténuse, c'est le grand côté. C'est le côté qui est en face de l'angle droit. Maintenant, cosinus, sinus et tangente ici de l'angle B. L'angle B, il est ici. Alors, l'angle B, quand on regarde le triangle rectangle du point de vue de l'angle B, l'hypoténuse, on n'a pas le choix, c'est le grand côté, il est là. En revanche, il faut qu'on désigne les deux côtés restants par des noms. Lorsqu'on regarde les choses du côté de l'angle B, l'hypoténuse est là, et ce côté-là, puisqu'il touche l'angle B, il va s'appeler le côté adjacent. Adjacent, c'est celui qui touche, qui est proche, qui est en contact. Et le côté d'en face, eh bien, il va s'appeler tout simplement le côté opposé. Donc, dans notre triangle rectangle, l'hypoténuse par rapport à l'angle B, côté adjacent, côté opposé. Alors voici les trois définitions de nos trois cosinus, sinus et tangente. Le cosinus de l'angle B, c'est côté adjacent sur hypoténuse. Le sinus de l'angle B, c'est côté opposé sur hypoténuse. Et la tangente de l'angle B, c'est côté opposé sur adjacent. On verra dans une minute un moyen de mémotechnique très intéressant pour se souvenir de ces trois définitions qui sont à connaître par cœur. Voilà, deux règles importantes qui peuvent servir aussi. Dans un triangle rectangle, le cosinus de l'angle B au carré plus le sinus de l'angle B
au carré est égal toujours à 1. C'est très pratique. Lorsque vous connaissez le cosinus, que vous voulez connaître le sinus, et bien grâce à cette relation, vous arrivez, connaissant 1, à en déduire l'autre. Et très important aussi, la tangente de l'angle B, c'est égal au sinus de l'angle B sur cosinus de l'angle B. Alors maintenant, on va voir comment, avec ces cosinus, sinus, tangentes, on arrive à calculer des angles, des longueurs. Je vais vous prendre ici un petit exemple. Voici, on a ici un triangle OMP, rectangle en haut. On connaît deux longueurs, OM qui fait 6 cm et l'hypoténuse PM qui vaut ici 11 degrés. On nous demande ici de calculer l'angle M. Alors, puisqu'on connaît les longueurs dans un triangle rectangle et qu'on nous demande un angle, on sait que c'est de la trigonométrie. On sait qu'il va falloir qu'on se souvienne de ceci. Alors, un petit moyen mémotechnique, casse-toi. Pas vraiment casse-toi, mais casse-toi. Voilà. Casse-toi. Qu'est-ce que c'est que ces lettres? Eh bien, tout simplement, chacune de ces lettres est la première lettre de nos définitions du cosinus, du sinus et de la tangente. Le cosinus, c'est le côté adjacent divisé par l'hypoténuse. Le sinus, c'est le côté opposé divisé par l'hypoténuse. Et la tangente, c'est le côté opposé divisé par le côté adjacent. Donc, pour se souvenir de ça, si vous vous souvenez de ces 9 lettres, casse-toi, eh ben vous vous souvenez quasiment tout le cours sur la trigonométrie. Alors, j'ai noté ça par exemple en contrôle, je vais mettre ça sur un bout de brouillon pour m'en souvenir. Et je reviens à mon exercice, donc je veux calculer la valeur de cet angle-là. Donc la question, c'est de savoir, est-ce que je vais utiliser plutôt le cosinus, le sinus ou la tangente? Alors voyons ce qu'on connaît dans ce triangle. Dans ce triangle, on connaît l'hypoténuse, le H. Très bien. Maintenant, du point de vue du sommet M, on connaît le côté adjacent, d'accord? Puisqu'on a hypoténuse ici, ça c'est l'autre côté qui touche, c'est le côté adjacent. Le côté opposé n'intervient pas, on ne le connaît pas. Donc si je ne connais pas le côté opposé, ce n'est ni le sinus ni la tangente, c'est bien le cosinus qui fait le lien entre côté adjacent et hypoténuse. Je prends donc mon cosinus et j'écris la définition. Cosinus de l'angle M est égal à côté adjacent, c'est-à-dire MO, divisé par hypoténuse MP. Dans ce cas-là, ça signifie que cosinus M est égal, je remplace MO, ça fait 6 sur 11. 6 sur 11, c'est une fraction qui n'a pas d'écriture décimale, donc on va laisser sous la forme 6 sur 11. Et pour passer à l'angle, là, il n'y a pas de miracle, c'est la calculatrice qui va faire le travail. Donc, suivant votre calculatrice, votre professeur vous aidera, suivant que vous ayez tel ou tel modèle. Toutes les calculatrices font ça, connaissant le cosinus ou le sinus ou la tangente, mais là l'exemple est sur le cosinus, connaissant le cosinus, votre calculatrice va vous donner l'angle en degrés. Ici, l'angle est approximativement égal à 56,9 degrés. Voilà un petit exemple d'exercice de trigonométrie. Connaissant des longueurs en centimètres, je peux en déduire des angles en degrés.